la nuit des temps, le petit humain a signalé son arrivée sur la Terre par un cri. Ce cri lui sert d'abord à expulser des tas de choses, des résidus restés pendant la vie intra-utérine, mais encore plus spectaculaire, dans ce premier cri, il déplie ses poumons qui étaient restés comme deux boules dans son abdomen. Il les déplie comme une fleur. Bon, alors ce cri n'est pas très agréable, hein, j'ai fait baisser assez vite. Mais il a l'extrême avantage d'avoir une grande portée, pas autant qu'un braiement d'âne, hein, je vous rassure, mais une assez grande portée pour signaler l'enfant à sa mère, surtout s'il a un inconfort. Et là, je vous parle de vécu, parce qu'il y a peu de temps, j'étais dans une cour de château pendant un récital, et au beau milieu d'une phrase que je voulais belle et élégiaque et légère, c'était un bébé sur un balcon, sur un immeuble en face. Il devait avoir besoin d'être changé. Eh bien, je me suis arrêtée évidemment et j'ai parlé au public en le remerciant. Parce qu'en cet instant précis, j'ai réalisé les incroyables progrès vocaux que j'avais faits depuis ma naissance. C'était imparable. En même temps, ça m'a signalé l'extrême sophistication de l'être humain qui est tout représenté dans cet appareil vocal. Vraiment, quelle sophistication! Comment peut-on imaginer que du cri, on va passer à un instrument créé par l'être humain intracorpus et un instrument de haute perfection? Alors, quelques paramètres. La maîtrise de la hauteur du son, c'est ce que l'homme a dominé, c'est-à-dire qu'il peut choisir comme il veut, quand il veut, quelle note il va faire. Du grave jusqu'à l'aigu. Le réglage des dynamiques, il peut chanter fort ou pianissimo. Autre chose, il est capable de mettre une rythmique sur le son. Exemple, ou encore, il va rajouter des paroles. Attention, je vais vous solliciter un petit peu, ça va être à vous. Allons enfants de la patrie. Ah ben, c'est pas mal, je suis surprise. Hein. Alors, avec un peu de travail, on va vraiment arriver à quelque chose de fantastique avec vous. Un autre paramètre essentiel, c'est la beauté du son. Voilà que l'humain s'est mis en quête non seulement de faire le son, mais de travailler sur sa couleur. Et plus que ça, d'y mettre de l'émotion. Et ça, pour moi, c'est l'outil fondamental de ce que j'appellerais l'homo vocalis. C'est pour vous que j'ai inventé ce terme. L'homo vocalis est capable, avec un même outil, son petit larynx, déjà de couvrir 3 fonctions. On l'a dit, le cri, la parole et le chant. C'est incroyable parce que les animaux, eux, ont choisi l'un ou l'autre. Certains d'ailleurs ont choisi comme langage le chant, les baleines, les oiseaux, alors que certains mammifères ont simplement fait des variantes sur le cri, comme le singe qui, le pauvre, a sa nuque encore très écrasée. Il n'a pas beaucoup de facultés de variation, mais il a quand même établi un langage. Alors, le premier outil fondamental de l'homo vocalis, c'est la mise en conscience dans son propre corps de cet instrument. Comment va-t-il s'y prendre pour construire un instrument harmonieux? Eh bien, il y a plusieurs paramètres qui sont fantastiques parce que moi, ce que j'ai découvert au fil de ce travail sur ma voix, c'est que connaître ma voix, ça a été m'apprivoiser moi-même, mais plus que m'apprivoiser, me connaître, me gérer mes émotions. Par exemple, pour prendre une prise de parole comme ça, ce matin, je me suis dit « Ah oui, c'est bien, tu as fourbi tes outils. Effectivement, tu vois ce matin te servir de ce que tu sais. » Connaître sa voix, c'est se connaître soi-même
Et on a besoin pour cela de rentrer dans des outils. Quels sont ces outils ? 3 ou 4 ou 5 paramètres. Pour la technique, je serai assez rapide. Mais ils sont fondamentaux. D'abord, la pression. Voilà que nous sommes en position de pulser de l'air par notre corps jusqu'à notre vibreur, les cordes vocales. Ce vibreur est mis en route par l'aide de la pression actionnée par les muscles abdominaux. Et en fait, autre particularité de l'homo vocalis, eh bien, il est à la fois un instrument à air, donc à vent, et à cordes. Et ça, c'est absolument unique. Il y a dans notre instrument interne un violon et une guitare. J'ai la chance d'avoir rencontré le professeur Baquet, qui est un anatomiste de haut vol, et qui est venu vers moi pour que nous rapprochions ce qui est de l'anatomie et ce qui est de la technique vocale. Comprendre comment ces paramètres se conjuguent pour créer un instrument vocal et comment la technique peut aider. Et pour moi, c'était fondamental comme découverte parce que, là aussi, cadeau, alors que j'ai fourbi toute ma vie dans mes propres organes pour comprendre comment en tirer le meilleur, eh bien, je comprends que ces paramètres, maintenant, ont des raisons physiologiques, scientifiques, et c'est très important pour moi pour l'enseigner aux autres. Donc, la gestion du souffle, je vous en parlais, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la mise en souplesse de la musculature. Pourquoi ? La vibration ne peut pas se transmettre dans notre corps si nous sommes rigides. Donc, par exemple, une des premières choses que je demande à un élève, c'est de pouvoir, en chantant, bouger sa tête de gauche à droite. Quand on crée des rigidités, le son est beaucoup plus dur et surtout, on ne peut pas travailler sur sa couleur. L'autre chose, c'est la bonne statique vertébrale. Nous avons ici une nuque qui nous permet d'augmenter notre volume de résonance. Si nous écrasons, vous voyez, si je fais « c'est absolument impossible. L'autre paramètre, c'est le dos. La colonne vertébrale doit être ouverte parce que sur la vertèbre dorsale est accroché notre diaphragme qui, lui, a besoin de jouer et grandement, pour prendre de l'air, de s'abaisser. Donc, c'est très important d'avoir le dos ouvert. Et la chose fondamentale et rare, c'est que nous sommes le seul instrument à modifier nos espaces de résonance. Et ça, je pense que la technique aura beaucoup de mal à nous rattraper. La conquête de nos espaces creux. Un jour, à une leçon, mon professeur m'a dit de changer d'état et de penser à l'état de la surprise. Et tout de suite, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Je vais ouvrir, dilater le palais et réussir à trouver un trajet du son qui va me donner plus de douceur, plus de flexibilité. L'homo vocalis est capable, selon ses émotions, de transformer sa forme interne. Et j'ai pensé, comme illustrateur de ça, à Laurent Gérard, parce que voilà un virtuose qui sait se transformer. Quand on l'observe, on voit que par la plasticité extérieure, parce qu'il ne fait pas que adopter la voix, il adopte le comportement, parce que le comportement va modifier les espaces internes du corps et va donc donner un timbre différent. Alors, par exemple, si moi je vous chantais une phrase de variété avec une voix d'opéra, à la limite, vous ne la reconnaîtriez même pas. Essayons. Tu es le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes nuits. L'original, c'est avec Brigitte Bardot. Elle ne va pas utiliser le même espace que moi, hein, donc je modifie. Tu es le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes nuits. Vous voyez, ça donne pas du tout le même effet. C'est pour dire que tout à l'heure, on a entendu la voix de Louis XIV, là. Et j'ai dit, oui, c'est merveilleux d'avoir reconstitué une chose qui constitue l'époque, qui rappelle les choses. Mais on n'avait pas la conformation de Louis XIV. À moins de prendre son crâne et de faire des études très sérieuses, on ne pourra pas savoir aussi ce que son vécu a apporté à son timbre. Et c'est ça, c'est que notre vécu, nous sommes tout entiers dans notre voix.
quelques exemples du quotidien. En ce moment, par exemple, je fais travailler une avocate. Elle a eu le souci de devoir plaider des causes dans lesquelles elle ne croyait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que progressivement, sa voix s'est contractée et elle a perdu parce qu'elle ne pouvait pas plaider. Elle ne pouvait pas le faire. Ou j'ai une amie qui est très attachée à sa mère, encore aujourd'hui, et qui a réduit ses espaces de résonance pour garder sa voix d'enfant. Donc vous voyez, tout est comme ça. La voix est la carte d'identité sonore de l'être. C'est d'une importance fondamentale, la voix. Et moi, en tant que chanteuse, c'est important à l'époque où l'homo digitalis veut un petit peu grignoter le territoire de l'homo vocalis, que je vous en parle. Moi, j'aime penser que l'être humain s'est mis debout pour chanter. Il était plié avec le rachis tout contre le larynx. Il ne pouvait vraiment pas parler du tout quand il était en singe. Et puis progressivement, il a grandi sa nuque. Il a donc créé derrière un volume de résonance beaucoup plus grand. Le larynx a pu descendre et circuler. Et il a pu mieux respirer. Mais ce qui est fondamental, c'est que grâce à ce progrès de son état vibratoire, il a pu communiquer beaucoup plus finement, donner ses émotions, dire qui il était, échanger. Et ça, c'est le paramètre essentiel qu'à mon sens, aucune machine ne pourra jamais faire, sauf en copiant. Mais c'est pourquoi je voulais mettre l'accent sur l'importance de la vocalité dans la nature humaine. Et je crois que je ne suis pas la seule à le croire, puisque des dernières études ont montré qu'il y a 35 millions d'Européens qui sont inscrits dans un ensemble vocal ou dans une chorale. Et que M. Macron a donné l'ordre cette année que les chorales soient réouvertes dans les écoles. Alors moi, j'attends de cette troupe d'homo vocalis, qui sont des messagers de paix et de culture, qu'ils participent très activement à la construction de notre monde de demain. Alors, merci. Pour finir par le son, qui est mon message essentiel, je vous propose d'entendre la vibration des cordes de la harpe de Christophe Sonnelier et ma voix, encore chargée de l'émotion, de partager cela ce matin avec vous. Alors vous verrez, c'est une pièce de Saint-Saëns et je l'ai choisie parce qu'elle laisse libre cours à la voix. C'est incantatoire, c'est comme une prière. Et donc je peux y mettre toutes sortes d'émotions à mon gré. Et aussi toutes sortes de dynamiques, du forté au piano, de l'aigu au grave, Et voilà, comme ça me laisse liberté de changer la couleur aussi.